Bienvenue dans ce webinaire sur la qualité de vie au travail et la gestion du temps, notamment un thème qui m'est cher puisque je pense que ça m'a sauvé la vie déjà plusieurs fois et en tout cas sauvé du burn-out certainement. Et on va voir ensemble pendant cette heure des techniques pratiques pour préserver son équilibre de vie professionnelle et privée. Alors allons-y. Voici comment ça va se passer. L'objectif et le programme de cet atelier d'une heure. Donc, l'idée, c'est de s'approprier des techniques pratiques pour préserver son équilibre de vie professionnelle et privée. Et donc, on va aborder 4 points. Le premier point, c'est prioriser ses activités avec la matrice d'Eisenhower, donc un outil pratique et concret. Bien faire ce qui est important, on va voir en 4 étapes clés. Ensuite, on va voir comment planifier efficacement avec l'agenda hebdomadaire. Et puis, on conclura sur comment trouver un équilibre de vie professionnel, privé, perso, pour être heureux. Bien sûr, il y aura un temps de questions-réponses qui sera réservé à la fin pour en échange ensemble par rapport aux questions que vous pouvez vous poser et que ce webinaire aura pu vous questionner. Alors, on y va. Juste avant, je prends un petit temps pour me présenter. Donc, je suis Hervé Coudière, je suis consultant en management et mon métier à moi, c'est d'amplifier la coopération positive au sein des organisations. Et je m'adresse à toute personne qui souhaite améliorer à la fois bien-être, engagement et performance. Voilà, c'est ce que j'appelle l'énergie positive. Comment je travaille sur l'énergie positive? Eh bien, en travaillant sur le sens et les valeurs, sur les forces plutôt que les faiblesses. Enfin, ça n'empêche pas de travailler sur ses faiblesses, mais en tout cas, regarder ses forces, ça donne de l'énergie positive. Travailler sur la présence et l'attention au quotidien, sur l'autodétermination, une source énorme d'énergie positive. Vous allez voir que j'ai écrit un bouquin sur le sujet juste après. Travailler sur les relations positives et puis sur les aspects organisationnels. On va aborder plusieurs de ces points durant ce webinaire. Et donc, moi, ça fait plus de 20 ans que j'interviens en tant que conseil, formateur, coach, conférencier, auteur également, donc avec mes 2 livres jusqu'à présent, un livre sur la gestion du temps et un livre sur l'autodétermination, justement. Et puis, voilà, des jeux, des animations, des webinaires, etc. Voilà en ce qui me concerne. Rentrons immédiatement dans le vif du sujet. Et la question, prenez-vous le temps de faire ce qui est vraiment important pour vous aujourd'hui? Ou bien est-ce que vous laissez envahir votre temps par les urgences et le travail en mode pompier du style, comme ça a pu m'arriver, moi, parfois le matin, tiens, j'ai envie de faire un travail. Bon, j'arrive au bureau, j'ouvre une première fenêtre Word, et puis je ne peux pas m'empêcher de regarder mes mails. Mais dans mes mails, mince, il y a des urgences à traiter, donc vite, une petite urgence. Et puis, il y a quelqu'un qui arrive dans mon bureau qui me demande, mais bon sang, la correction du dossier que j'ai fait hier. Donc, je me dis, bah, tiens, vite, je vais lui faire. Et puis, entre-temps, j'ai un coup de fil, et puis, etc. Et c'est comme ça toute la journée. Et à la fin de la journée, je suis épuisé. Je me dis, mais bon sang, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? J'ai l'impression de rien avoir fait ou de m'être laissé complètement perturbé partout. Et puis, je ferme toutes mes fenêtres Windows. Et puis, la dernière, c'est la fenêtre que j'ai ouverte le matin sur laquelle je n'ai même pas travaillé. Voilà, je ne sais pas si ça vous arrive, ça, parfois, mais c'est un peu ce qui risque de se passer si on se laisse envahir justement par les urgences et le travail en mode pompier toute la journée et tous les jours. Voilà. Et donc, ça nous entraîne dans une forme de cercle vicieux dans lequel on a plein de choses à faire, évidemment. Ça nous arrive de partout, des mails, du téléphone, des collaborateurs, des personnes qui rentrent dans le bureau, etc., tout ce qu'on avait prévu. Du coup, vite, ce qui est fait n'est plus à faire. Donc, voilà, allez, vite, je cours. D'autres choses arrivent en même temps que je suis en train de courir, de faire les choses. Donc, finalement, ah là 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 là, je stresse, je cours, et je désespère d'y arriver un jour avec une liste de tâches qui n'en finit pas de grossir, alors que j'ai l'impression de courir tout le temps. Voilà. Alors, comment faire?
comment faire pour sortir de ce cercle vicieux? Et là, on aimerait bien être comme ce bonhomme avec 6 bras, 2 têtes, être capable de répondre au téléphone, aux personnes, faire des belles en même temps, etc. Sauf que ça, c'est pas possible. On a une tête, 2 bras, 2 jambes. Donc, comment faire pour sortir de ce cercle vicieux? Eh bien, d'abord, être au clair sur qu'est-ce qu'on veut. Et qu'est-ce qu'on veut la plupart du temps dans la gestion du temps, et au bureau, d'une façon générale, c'est satisfaire trois valeurs importantes. La première de ces valeurs, c'est atteindre ses objectifs, c'est faire son job, c'est finir ses dossiers, c'est donner le service attendu. Ça, c'est la première de ces valeurs. Et à côté de ça, eh bien, il y a tous les autres avec lesquels on travaille, auprès desquels on prend des engagements et auxquels on veut satisfaire également. Ben, on a pris des engagements, on veut les satisfaire, ils ont besoin de nous, on veut aussi les aider, on veut leur permettre de réaliser ce dont ils ont besoin avec nous. Et tout ça, bien sûr, en tenant compte de notre propre santé, notre propre bien-être, notre propre équilibre de vie. Eh bien, on retrouve ici les 3 critères dont je vous parlais dans ma présentation. La performance, c'est l'atteinte des objectifs, l'engagement, les engagements qu'on peut avoir auprès des autres, et le bien-être, voilà, mon bien-être, ma santé personnelle. Voilà, comment on peut allier ces 3 choses-là? Je crois que c'est un vrai bon objectif à poursuivre. Et eh bien, on va voir durant cette heure-là comment aller dans cette direction-là. Alors, je vous interpelle en vous posant une question que vous pouvez faire résonner là, dans votre esprit. Comment on peut faire rentrer cet éléphant dans le récipient que vous voyez là? Alors, l'éléphant est énorme, le récipient est petit. Comme vous avez compris, c'est une métaphore. L'éléphant, c'est toutes les activités, c'est tout ce qu'on aurait besoin de faire. Et puis, le récipient, c'est le temps qui nous est compté et qui est disponible pour le faire. Voilà. Et ça, c'est la question que me posent beaucoup de personnes qui viennent me consulter en formation, en coaching, voilà, et qui me demandent, mais Hervé, toi qui es un expert de la gestion du temps, dis-moi comment faire pour tout faire? Comment faire pour tout faire? Voilà. Eh bien, ce n'est pas la bonne question à se poser. C'est pas la bonne question à se poser parce que si on essaye de faire rentrer l'éléphant dans le récipient, effectivement, on va s'évertuer à essayer de le faire rentrer. On va commencer, je ne sais pas par quel bout, mais en tout cas, sans doute qu'on n'y arrivera jamais, où il nous faudra plusieurs récipients et on ne va pas du tout maîtriser le temps et notre énergie, finalement. Donc, en fait, cette question, le problème, il est dans la question. Donc, l'idée, ce n'est pas de vouloir tout faire dans un temps limité. Et donc, il y aura une meilleure question à se poser. Voilà, se poser les bonnes questions. Ce serait d'abord de se dire, OK, j'ai mon récipient, j'ai mon éléphant, j'ai tout ça à faire, mais quelles sont les activités que je vais pouvoir faire dans le temps qui m'est imparti? C'est déjà une question de meilleur niveau qui peut avoir une réponse. Voilà, et donc, ça veut dire qu'il va falloir choisir les activités que je vais mettre dans le récipient. Oui, parce que vous le savez certainement, mais on ne peut pas tout faire. On ne peut pas faire dans la vie, dans une vie, hein, c'est un temps donné, on ne peut pas faire tous les métiers, on ne peut pas avoir tous les rôles, on ne peut pas avoir toutes les fonctions, on ne pourra pas connaître tous les gens de la planète qui sont vraiment super intéressants à connaître. Donc, il faut bien faire des choix. Et ça, c'est vraiment un certain drame dans la vie. Mais en même temps, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, quelles sont les activités que je dois faire? Et pour ça, il faut peut-être répondre à une autre question de encore plus haut niveau, ce qui est de dire où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux devenir? Quels sont les résultats importants que je veux atteindre? Ou si je file la métaphore de l'éléphant, ce serait de dire quel plat je vais vouloir confectionner pour mes amis qui viennent dîner ce soir. Et donc, à ce moment-là, ça va me permettre de choisir le morceau d'éléphant que je vais pouvoir éventuellement vouloir prendre. Bon, c'est une métaphore, je ne veux aucun mal aux éléphants, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Voilà. Donc, à propos de gestion du temps, on parle de gestion du temps, effectivement, mais en fait, le temps ne se gère pas. Ce sont bien les activités
dans le temps qui nous est imparti que l'on peut choisir. Et là, on a tout pouvoir. Autant on n'a aucun pouvoir sur le temps qui passe, que je regarde régulièrement, mais autant on peut choisir effectivement les activités que l'on fait à l'intérieur. C'est là qu'est notre pouvoir, donc à ne pas s'y tromper. Et donc pour ça, je voudrais vous parler d'un bonhomme que peut-être certains d'entre vous connaissent, Eisenhower. Eisenhower, qu'on a en photographie ici, était grand commandant en chef des forces alliées durant la Seconde Guerre mondiale, et puis il est devenu président des États-Unis. Donc un homme certainement dont les idées sont à considérer. Et on lui fait dire, et il paraît qu'il aurait dit, alors j'étais pas là ce jour-là, mais il aurait dit la phrase suivante, écoutez bien, ce qui est important est rarement urgent. Ce qui est urgent, c'est rarement important. Ce qui est important est rarement urgent. Ce qui est urgent, c'est rarement important. En fait, il a distingué vraiment ces deux notions, la notion d'importance et la notion d'urgence, qu'on a tendance, nous, à confondre, peut-être à cause des urgences qu'on voit passer dans les rues et auxquelles on donne la priorité, en fait, qui sont des urgences sanitaires. Et certainement que ça devient prioritaire parce que, effectivement, c'est à la fois urgent, mais c'est important, c'est la vie qui est en jeu. Donc, je vais vous présenter ce qu'on appelle la matrice d'Eisenhower, c'est le premier outil que je veux vous présenter, qui propose effectivement de distinguer, donc ici sur cet axe-là, entre ce qui est urgent ou moins urgent. Donc on va voir ce qui est urgent, c'est ce qu'il y a à faire aujourd'hui, un peu moins urgent cette semaine, et puis dans le moins urgent, ce mois-ci, cette année, dans 10 ans. Et l'autre axe, ça va être l'importance. Il y a des choses qui sont importantes et des choses qui sont moins importantes. Ce qui nous donne 4 cadrans. Une zone A avec des tâches qui sont importantes mais pas urgentes, ou moins urgentes. Une zone B avec des tâches qui sont importantes et urgentes. La zone C, des tâches moins urgentes et moins importantes. Et puis la zone D, des tâches urgentes et moins importantes. Voilà, vous avez compris le principe. À noter que si vous avez une liste de 10 tâches, de 50 tâches, de 120 tâches à faire, eh bien vous pouvez toujours les répartir dans ces 4 zones-là en distinguant dans le nombre de tâches que vous avez à faire. Par exemple, si vous en avez 10, vous pouvez dire il y en a 10, dans les 10, il y en a 5 qui sont plus importantes, 5 qui sont moins importantes. Et puis, il y en a 5 qui sont plus urgentes et 5 qui sont moins urgentes. Donc, vous avez toujours la possibilité. Et puis, vous voyez, comme ça, vous pouvez les classer dans les quatre zones. Alors, ma question, c'est, en fait, une fois que vous avez classé vos tâches dans ces 4 zones, par quelle zone vous commencez? C'est quoi la priorité? En fait, c'est une matrice qui va nous aider à prioriser les choses. Quelle est la zone prioritaire? Donc, quelles sont les tâches par lesquelles vous allez commencer? Vous avez votre réponse en tête. Eh bien, c'est la bonne réponse. Vous avez choisi la zone B. Oui, il s'agit effectivement de faire les tâches qui sont importantes et urgentes d'abord. Il faut commencer par là. De telle façon à, effectivement, dès le début de la journée ou dès le début de la semaine ou dès le début de l'année, on fait d'abord ce qui est important et urgent. Comme ça, c'est fait. Voilà. Mais alors, la deuxième question, elle est encore plus intéressante parce qu'une fois que les tâches importantes et urgentes sont faites, eh bien, quelles tâches vous faites? Il vous reste la zone A, la zone C, la zone D. Laquelle vous faites? Alors là, il est fort à parier que déjà dans votre esprit, vous soyez peut-être un peu tiraillé entre la zone A et la zone D. Et j'imagine que quand je fais effectivement un sondage, en fait, j'ai à peu près la moitié des personnes qui disent ce serait la zone A, et à peu près la moitié des personnes qui disent ce serait la zone D. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est tiraillé entre est-ce que je fais ce qui est important, mais pas urgent, mais auquel cas, ce qui est urgent, pendant ce temps-là, c'est en souffrance, ou bien est-ce que je fais ce qui est urgent tout de suite, donc comme ça c'est fait, et puis ce qui est important, j'aurai toujours le temps de le faire après. Bien, la matrice Eisenhower, elle va nous permettre de répondre à cette question en distinguant effectivement les 4 priorités, en disant que effectivement, en 1, il faut effectivement commencer par ce qui est important et urgent. Ce qui est important et urgent, eh bien ça, on le fait tout de suite. Voilà. Donc ça, en 1, on est tous d'accord là-dessus. En 2, eh bien, il va falloir se préoccuper de ce qui est important, même si c'est moins urgent.
Et ce qui est important, c'est moins urgent, mais on planifie, on organise, on fait en sorte de mettre sur les rails et de faire en sorte que les choses puissent être faites en temps et en heure. On peut aussi déléguer des tâches qui sont importantes, mais qui sont moins urgentes. Et puis, d'ailleurs, c'est intéressant de déléguer des tâches importantes et moins urgentes parce qu'on va pouvoir faire monter en compétence peut-être quelqu'un, un collaborateur, bon, dans le cas des managers notamment, en valorisant le collaborateur, en lui donnant une tâche, lui fixant une tâche importante et en ayant le temps de le former à faire la tâche. Donc, deux, occupez-vous d'abord, mettez en sécurité les tâches qui sont importantes et moins urgentes. Et il vous restera toujours du temps. Enfin, l'idée, c'est qu'il nous restera du temps pour faire en trois les tâches qui sont urgentes, mais pas importantes. Voilà. Et c'est l'écueil que l'on a, c'est-à-dire que l'on fait d'abord, en premier, on traite les tâches urgentes. Et plus on traite les tâches urgentes, et plus il y en a. Et plus on se laisse dévorer par les tâches urgentes, et plus on se laisse dévorer par les tâches urgentes, eh bien, ce qui était important devient urgent. Et puis, on se laisse envahir par le flot et on risque de manquer un délai, une date importante. Donc, ce qui est urgent, mais pas important, eh bien, l'idée, c'est je traite rapidement. Je vais le traiter rapidement, mais je vais le faire tout à l'heure, quand ce qui est important sera sous contrôle. Voilà, c'est ça l'idée. Voilà. Ou bien éventuellement, je délègue, mais quand on délègue, on délègue des tâches urgentes. C'est sans doute pas aussi apprenant que de déléguer des tâches importantes. Donc, en tout cas, aux managers, je leur dis déléguer plutôt des tâches qui sont importantes et moins urgentes plutôt que de déléguer des tâches urgentes qui risquent aussi de désorganiser le collaborateur. Et puis, on ne va pas pouvoir tout faire, donc on peut laisser tomber ou bien faire plaisir sur les tâches qui sont moins importantes et moins urgentes. Voilà. La matrice d'Eisenhower, donc en pourcentage, ce que ça donne. Donc ça, c'est dans la littérature et je trouve c'est assez intéressant de voir ça, de dire qu'en fait, ce qui est important et urgent, c'est à peu près 20% du temps. Donc, c'est-à-dire sur une journée, admettons qu'on dise 10 heures pour faire simple, eh bien, il y a 2 heures de temps chaque jour à consacrer à faire des choses qui sont importantes et urgentes. 50% du temps, soit, vous voyez, la moitié du temps sur anticiper, planifier, prioriser, s'occuper de son réseau relationnel, faire de la veille, de la formation, s'occuper de ses congés, anticiper, etc. Il nous reste 20%, à peu près 2 heures de temps aussi, pour traiter les urgences. Voilà. Et ça, on va prévoir du temps pour ça, vous allez voir tout à l'heure. Et puis enfin, 10% de temps, sans doute qu'il y a des discussions, des divertissements, un petit peu de passivité, etc., des moments où on n'est pas forcément dans le rush, pour donner un petit peu de temps quand même à faire des choses qui sont moins importantes et urgentes. Voilà le premier outil que je voulais vous présenter, la matrice d'Eisenhower, qui nous permet vraiment de prioriser en s'attelant d'abord à faire ou à s'occuper, à faire en sorte que ce qui est important passe avant les urgences et soit bien organisé. Voilà, alors dans mon bouquin sur la gestion du temps, qui s'appelle Gestion du temps pour managers et professionnels débordés, eh bien, il y a un sous-titre ici qui dit que bien gérer son temps, c'est bien faire ce qui est important. Voilà, donc c'est pas courir, c'est pas essayer de gérer le temps, parce qu'on a vu que ça se gérait pas, mais c'est les activités qui se gèrent, mais c'est vraiment s'orienter et faire en sorte que ce qui est important soit fait. Et c'était bien mon interpellation, ma première question, au tout début de ce séminaire, c'est prenez-vous le temps de faire ce qui est vraiment important pour vous aujourd'hui. Donc pour moi, ma définition de la gestion du temps, c'est bien faire ce qui est important. Comment faire ça ? Eh bien, je vous présente le deuxième outil que je voulais vous présenter. Ce sont les 4 étapes clés pour bien faire ce qui est important. 4 étapes clés, et la première d'entre elles, c'est d'abord identifier ce qui est important. Alors, ça peut paraître idiot, mais n'empêche que la plupart du temps, eh bien, quand on court, quand on est en train de répondre aux sollicitations, etc., eh bien, on n'est pas en train de se poser la question de dire, mais bon sang, qu'est-ce qui est important ? Quand on a l'éléphant devant soi, eh bien, c'est important de se poser plutôt que commencer à courir comme un dératé ou comme un hamster dans sa roue, eh bien, de se poser et de dire, OK, qu'est-ce qui est vraiment important par rapport à mon job, par rapport à la situation, par rapport aux autres, etc. Identifier ce qui est important, c'est la première étape, souvent l'étape qui est négligée. Deuxième étape, on va planifier
ce qui est important, vous allez voir, bon, on va revenir dessus, mais c'est vraiment le nœud, il faut voilà, vraiment planifier. Et planifier, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire réserver du temps dans son agenda pour pouvoir faire ce qui est important. Enfin, troisièmement, il va falloir se mettre au travail quand même. Il va falloir donc faire ce qui est planifié. Donc, c'est prévu, il y a du temps prévu dans mon agenda, je le fais. Et puis, quatrième temps, se détendre et se régénérer. Ça aussi, extrêmement important, parce que si on est tout le temps en train de courir, qu'on n'a pas le temps de se reposer, pas le temps de respirer, pas le temps de se régénérer, eh bien, on va droit au burn-out. Donc, quand on a fait un job, OK, là, on prend le temps de respirer, de se régénérer, de faire une pause, de voilà, déjeuner le midi, de prendre le week-end, etc., pour mieux repartir sur la suite. Voilà les 4 étapes de comment faire en sorte de bien faire ce qui est important. Et je voudrais vous interpeller à ce propos-là sur des modes de fonctionnement du cerveau que nous connaissons maintenant et qui va illustrer vraiment l'intérêt de la planification. Alors très rapidement, ici on est dans les ondes de travail et dans les ondes d'éveil du cerveau. Alors 3 niveaux d'ondes, les ondes alpha, bêta, gamma. Donc, vous voyez la vitesse des ondes, là, 10 Hz, 20 Hz, 40 Hz. C'est en gros, hein, ce n'est pas les chiffres exacts, mais c'est voilà, pour avoir des points de repère. Donc, les ondes alpha, c'est les ondes de la relaxation, du repos, on est réveillé, mais bon, on n'est pas vraiment dedans. Les ondes bêta, les bien nommées ondes bêta, c'est des ondes qui vont nous permettre de réaliser en fait des choses que l'on sait déjà faire sur le mode automatique. Et les ondes gamma, très intéressantes, qui font intervenir le cerveau préfrontal. C'est le cerveau de la concentration, c'est le cerveau de la créativité, c'est le cerveau qui permet de dépasser, de résoudre des problèmes complexes et éventuellement même des situations auxquelles on n'a jamais été confronté. Donc c'est au travail, la plupart d'entre nous, on a beaucoup d'activités qui nous demandent ce niveau de concentration pour être réalisé. Alors, et donc ici, j'ai mis la courbe de monter en concentration. Hein. C'est-à-dire que quand vous ouvrez un dossier complexe, que ce soit le matin, l'après-midi, ou etc., vous ouvrez le dossier, vous vous replongez dedans, eh bien, on n'est pas immédiatement en mode concentré dessus. Il nous faut un certain temps pour nous mettre le cerveau dans l'activité. Combien de temps d'après vous? Alors, certains vont dire 5 minutes, d'autres peut-être 20 minutes. On est entre les deux. Donc ici, on est de l'ordre de 7-10 minutes. Voilà, d'une façon générale, effectivement, en fonction de la santé, en fonction du type de dossier, en fonction de l'activité, ça peut varier effectivement dans ces eaux-là entre 5 et 5 minutes, et voire même une demi-heure. Moi, des fois, j'ai vu. En tout cas, ce n'est pas zéro, ce n'est pas 2 minutes. C'est vraiment quelque chose de conséquent, 5-10 minutes de façon tout à fait habituelle. Voilà. Oui, alors une autre question maintenant. Imaginez que vous êtes concentré et quelqu'un frappe à votre bureau. Ah, tiens, j'ai besoin de te voir juste 2 minutes. D'accord? Donc, imaginons que bon, il vous a interrompu et que vous êtes concentré sur sa question, et admettons que ça ne dure que 5 minutes. Hein. Souvent, les 2 minutes, en fait, c'est plutôt 5. Mais admettons que ça dure que 5 minutes. Dites-moi, combien de temps vous avez perdu? Ben oui, il y a le temps de répondre à la question, puis après, il y a le temps de revenir sur le dossier et de se remettre dedans. Eh bien, on peut rajouter facilement les 5-10 minutes de préchauffage qu'on avait vu auparavant. Parfois, il faut se replonger dans le dossier. Parfois, on refait quelque chose qu'on avait déjà fait. Parfois, on a perdu le fil. Et parfois, on fait des erreurs aussi qui peuvent coûter très cher par la suite. Alors, sachez que, en général, donc ça a été mesuré plusieurs fois, déjà dans le début des années 2000, et puis ça a été remesuré encore récemment. En fait, si on regarde bien, on est interrompu à peu près en moyenne toutes les 7 minutes. Alors, les études qui disent 7, et les dernières études disent 3 minutes. Hein, avec les téléphones mobiles, toutes les 3 minutes, on serait interrompu. Hein, si on faisait attention à toutes les interruptions. Donc, imaginez ce que ça peut donner, c'est-à-dire que eh bien, on est en phase de monter en concentration, on essaie de se concentrer dans un dossier, et on est interrompu. Alors, on traite l'interruption et hop, on va se reconcentrer. Nouvelle interruption.
etc. Toute la journée, comme ça, on n'arrête pas d'être interrompu. Et regardez bien, toute la journée, qu'est-ce qui s'est passé? On est resté en onde bêta. Voilà. Et à la fin de la journée, on se demande, mais bon sang, mais qu'est-ce que j'ai fait? On a l'impression de ne pas s'être concentré, de ne pas avoir apporté de travail à valeur ajoutée. De l'intérêt, donc, de planifier et de se protéger des interruptions et de savoir dire non. Dire, OK, j'entends ta demande, écoute, là, je ne suis pas disponible parce que je suis concentré, mais on se retrouve à 15h, à 17h, demain, etc. Et c'est vraiment savoir faire barrière pour garder cette concentration qui est en fait la vraie valeur ajoutée. Ici, comme illustration, voilà une journée de travail. Voilà ce qui se passe si vous faites votre travail tout en restant disponible, c'est-à-dire à chaque fois en répondant aux interruptions. Eh bien, vous allez peut-être passer 6 fois une demi-heure, ça va vous faire 3 heures pour traiter votre travail. À côté de ça, si vous vous concentrez sur votre travail une bonne fois en faisant attention de ne pas être interrompu et vous êtes disponible en dehors, eh bien, vous allez peut-être passer que 1 heure et demie. Vous avez tous fait un voyage en train, des fois, et en 1 heure ou 2 heures de train, vous dites, mais bon sang, le travail que j'ai fait, incroyable. Voilà. Et la question qu'on peut se poser, c'est lequel entre les deux est le plus disponible? Ben oui, c'est la personne qui est à droite qui est la plus disponible, parce qu'elle s'est concentrée pendant 1 heure et demie, puis tout le reste du temps, elle est disponible pour traiter les besoins des autres. Voilà. Donc, je vous incite fortement à planifier, à vous concentrer, à vous protéger des interruptions, à dire non plus tard, tout à l'heure, et vous serez plus disponible pour les autres. Voilà. Ça, c'est pour faire face, effectivement, à deux écueils. D'un côté, les personnes, effectivement, qui seraient en mode enfermé dans leur bureau et qui ne répondraient à personne. J'appelle ça le marmottage. D'accord. Et à l'extrême inverse, les personnes qui sont en mode réactivité, donc qui répondent à toutes les questions, toutes les sollicitations, toutes les demandes, etc. Eh bien, ces deux écueils, en fait, avec un bas niveau de performance, là où on veut aller, c'est dans cette zone de performance dans laquelle on va concilier des moments de concentration, on va apporter de la valeur ajoutée, et des temps de disponibilité, comme on l'a vu précédemment. Voilà, ça nécessite effectivement d'avoir des priorités bien hiérarchisées, mais c'est là que vous allez avoir la meilleure performance. On va voir comment aussi dans la planification juste après, en associant à la fois des temps de concentration, des temps où on n'est pas disponible, on est en train de faire son job, et puis des temps de disponibilité, d'ouverture aux autres. Voilà, et donc tout ça, ça va se matérialiser dans votre agenda hebdomadaire, qui peut avoir cette forme-là. Alors ça, c'est l'outil que j'utilise moi en formation, où je propose aux personnes de dire, avant de remplir votre agenda hebdomadaire, réfléchissez, c'est quoi vos priorités, qu'est-ce qui est important pour vous, ce sur quoi vous voulez travailler absolument cette semaine, et quels sont les 2 résultats essentiels à obtenir. Voilà. C'est des bonnes questions à se poser avant de remplir votre agenda de la semaine et des semaines suivantes. Alors, vous aurez probablement un agenda qui va ressembler à ça si vous travaillez sur Outlook. Donc là, j'ai fait une photo, une copie d'écran d'un agenda vierge sur Outlook. Donc, où on a à côté le calendrier annuel. Et puis ici, moi, je travaille habituellement effectivement sur la semaine complète, du lundi au dimanche, mais vous pouvez aussi faire apparaître du lundi au vendredi en cliquant ici sur semaine de travail. Et donc, ça va donner quelque chose comme ça, par exemple. Alors là, j'ai flouté, c'est un exemple de mon vrai agenda. Mais même si c'est flouté, on ne voit pas exactement ce que je fais, mais il y a plein d'enseignements à voir dans cet agenda et que je voudrais vous partager. Donc là, on a les activités du matin, et vous voyez que le matin, ce que je fais habituellement, c'est que je me réserve des blocs de temps assez importants, de 2 heures, 3 heures, pour vraiment me concentrer sur les activités importantes. Donc ça, c'est mes priorités. Mes priorités, je commence par là. Je commence par là le matin. Si bien que si je m'organise bien, à 11 heures, je peux avoir terminé ma priorité. Et donc, quand j'ai fini ma priorité à 11 heures, chouette, super, j'ai gagné ma journée. Et après, je suis beaucoup plus détendu pour la suite. Donc, c'est vraiment une bonne pratique. Ce que vous voyez immédiatement, ce sont les couleurs. Alors, moi, j'aime beaucoup, je prends du temps aussi pour mettre des couleurs à chacune de mes tâches, de mes activités, parce que chaque couleur a sa signification. Donc là, moi, ce qu'on voit en rouge, c'est à chaque fois que je suis en production pour les clients.
Donc là, ici, j'anime une formation toute la journée. Là, ça va être c'est le jeudi. Et puis là, je traite des dossiers pour les clients. C'est des choses importantes. J'ai en orange des choses encore plus importantes, vraiment des choses que je dois pas rater. Donc ici, je me souviens, j'avais un rendez-vous santé, donc ça c'était important. Et puis là, j'avais des webinaires, supervision animée ici et là, donc que j'ai mis en orange pour dire bon, ça c'est vraiment dans ma semaine, faut pas que je rate ces rendez-vous-là. C'est une semaine qui est assez chargée. Vous pouvez voir d'ailleurs que même le midi, des fois, ça a été un peu compliqué de manger. Bah oui, parce que j'avais une supervision, notamment entre midi et 2 ici. Donc, ça a été assez compliqué, mais j'essaye en principe de garder 1 heure et demie le midi pour vraiment pouvoir décompresser. Bon, là, ici, j'ai un peu de temps. Je ne sais plus ce que j'avais noté ici, une petite chose. Ici, bon, je note que je suis pris toute la journée, mais évidemment, j'ai du temps ici pour manger. Et puis, le matin, j'ai aussi des activités, des petites activités qui me permettent, moi, de réfléchir à chaque fois sur mon agenda de la journée, qu'est-ce qui est important, comment je m'organise, etc. Je propose, alors, c'est une bonne technique de se mettre, alors j'ai 1 heure par jour pour traiter mes mails. Donc, c'est un temps que je réserve dans mon agenda, 1 heure par jour, et je le fais plutôt en fin de journée. Voilà. En réalité, souvent, je jette un œil, je fais un petit check le matin pour vérifier qu'il n'y a pas quelque chose d'important qui serait à traiter dans la journée. Mais sinon, eh bien, je me prends 1 heure tous les jours que je me réserve vraiment pour traiter les mails. En tout cas, m'organiser en regardant mes mails, c'est important, ça prend du temps. Il faut le planifier. Donc, ça peut être très bien de mettre. Alors, pourquoi je dis effectivement de plutôt pas se mettre dans les mails le matin en arrivant au travail? Ce que font beaucoup de personnes, c'est que si on arrive le matin et tout de suite on commence à regarder les 30 mails qu'on n'a pas traités de la journée, eh bien, on va se mettre dans 30 univers différents. C'est peut-être 30 personnes de 30 univers différents qui nous envoient des mails. Et qu'est-ce qu'on fait? En fait, on est juste en train de disloquer notre cerveau, qu'on va avoir beaucoup de mal après à recomposer pour se reconcentrer sur un sujet. C'est pour ça que moi, je propose, si possible, on a une priorité, on sait ce qui est urgent et important aujourd'hui, eh bien, je commence par là. Et quand ce truc est fait, à ce moment-là, j'ouvre ma boîte mail et je regarde. Voilà. Ça, c'est une meilleure technique pour vraiment valoriser la concentration. C'est vraiment valoriser votre concentration, vos ondes gamma. Commencer par le plus important, faire des blocs de temps assez considérables, de telle façon à pouvoir être en concentration et puis vraiment donner le meilleur de vous. Vous protéger des interruptions, mettre vos téléphones sur off, enlever peut-être la messagerie, enlever les ding-dongs si vous avez encore des sonneries ou des alertes que vous avez reçu un message. Donc ça, peut-être les mettre de côté, les annuler. Ça, c'est tout à fait possible sur Outlook. Et peut-être prévenir aussi votre entourage que vous n'êtes pas disponible le matin. C'est la meilleure façon, sans doute, de ne pas être interrompu. Et puis aussi de les rassurer sur le fait que vous leur répondrez l'après-midi ou à 11h. Vous pouvez dire, moi je regarde mes mails 2 fois par jour, à 11h et à 17h. Donc envoie-moi des mails quand tu veux, sache qu'à 11h ou à 17h, ils seront regardés et puis je t'enverrai une réponse. Et puis pour les mails que vous ne pouvez pas répondre tout de suite, je ne vais pas trop me focaliser sur les mails, mais vous pouvez aussi faire une petite réponse en disant, je te réponds demain ou je te réponds la semaine prochaine. Voilà, comme ça la personne, elle ne vous renverra pas 3 autres mails pour vous demander où est-ce que vous en êtes. Voilà. Donc, je vous ai mis, vous aurez un support, et je vous ai mis quelques bonnes pratiques pour planifier vos tâches. Donc, choisissez les tâches que vous réalisez. Sous-entendu, choisissez aussi celles que vous n'allez pas faire. Il faut définir la durée, évaluer systématiquement la durée des tâches. Commencez par les tâches les plus importantes. Donner du temps au temps, c'est-à-dire prendre du temps pour organiser son agenda. Ça aussi, moi, c'est au moins 1 heure par semaine, voire plus, que je passe pour organiser mon agenda. C'est une activité à haute valeur ajoutée. Donc, prenez du temps pour ça. Et puis, prévoyez des imprévus. C'est peut-être les urgences. On a dit que c'est 20% de temps. Donc, il faudrait prévoir 1h30, 2 heures de temps par jour pour répondre aux urgences et aux imprévus qui ne manqueront pas d'arriver. Les imprévus, en fait, c'est éminemment prévisible. On sait qu'on va en avoir à peu près 1h30, 2 heures par jour.
Voilà, en ce qui concerne l'agenda, je vous ai présenté donc la matrice d'Eisenhower, les 4 étapes clés pour bien faire ce qui est important, le travail sur l'agenda. Et je vous ai parlé d'un 4e point, le voici, qui est donc bien équilibrer sa vie professionnelle, privée, pour être heureux. Eh bien, c'est moi qui le dis, mais c'est appuyé sur les recherches actuelles en psychologie positive. Je prétends qu'effectivement, pour être heureux, pour avoir une vie heureuse, eh bien, il faut avoir du temps avec les amis, en couple, en famille. Hein, c'est les relations de proximité, les relations chaleureuses. Avoir du temps pour se concentrer, pour créer, pour passer en onde, voilà, faire travailler le cerveau préfrontal et passer en onde gamma et donc apporter le maximum de valeur ajoutée voilà, pour son activité et son organisation, son entreprise. Il y a bien sûr incontournable les réunions de travail, puisque on travaille en coopération avec les autres, donc il faut se coordonner, donc il y a nécessairement un temps pour les réunions. Bien sûr, il faut considérer tous les temps de déplacement, d'entretien, les contraintes ménagères et administratives diverses et variées. On n'y coupe pas, c'est la prose de la vie. Oui, il faut aussi prévoir du temps pour ça, c'est important. Avoir du temps pour les loisirs, le sport, les voyages. Donc, il y a les vacances, souvent on y pense, mais faire du sport aussi régulièrement. Oui, c'est vrai, je ne vous ai pas montré là dans mon agenda, mais j'ai aussi, je bloque des temps pour le sport. Il y a un petit carré vert là. C'est voilà, de temps que je passe aussi pour me sportiver un peu, soit dans la journée, soit aussi le soir. Et puis, bien sûr, du temps de sommeil, de repos, détente, santé. Donc, le temps de sommeil, l'OMS recommande 40 heures de sommeil par semaine, donc ce qui fait à peu près 7 heures par jour, 50 heures de sommeil par semaine, à peu près 7 heures par jour. On n'est pas tous équivalents par rapport au sommeil, mais c'est important d'y prendre attention, de ne pas trop regarder les écrans avant de dormir, pour avoir un sommeil de qualité, pour pouvoir vraiment être en forme le lendemain, de telle façon à pouvoir mieux monter en concentration et être plus efficace. C'est aussi une façon de gagner du temps. On dit aussi que les heures de sommeil passées avant minuit comptent double. Donc, voilà, moi j'ai fait un certain combat pour arriver à m'endormir ou à me coucher entre 10 heures et 11 heures. Voilà, donc, et je sens que je m'en porte mieux. Donc, là, ça peut être intéressant, vous, de faire votre petit check-up et de voir dans tout ça, est-ce que vous prenez vraiment du temps pour chacune de ces activités-là et avoir du temps pour chacune de ces activités, c'est une façon effectivement d'avoir une vie équilibrée, une vie heureuse. Donc attention, si on a laissé tomber un peu ses amis, si on tombe dans l'excès de travail, ou bien si on a abandonné le sport, ou si le sommeil, si on ne dort plus, voilà, c'est des points d'alerte. Et la proposition, c'est non pas de se sentir tiraillé entre toutes ces dimensions, mais plutôt de dire, voilà, dans le temps, j'ai le temps de me promener, de me balader entre ces 6 dimensions. Voilà. Et ça construit une vie heureuse. Voilà ce que je voulais vous dire. Tenez compte aussi de votre rythme circadien. Donc ça, je vous laisserai peut-être dans le support ou pas. En tout cas, ici, vous avez, c'est un extrait de Wikipédia, voilà, qui montre aussi, c'est intéressant de savoir comment on fonctionne. Il y a des gens qui sont plus du matin, des gens qui sont plus du soir, mais aussi biologiquement et physiologiquement, il y a aussi des temps où on est plus en forme que d'autres. Et notamment le temps autour de 10 heures le matin, c'est le temps d'éveil maximum. Donc, faites, si possible, vos blocs de temps, vos activités de concentration autour de 10 heures le matin. Alors, voilà. Et puis, faites attention à ce que vous mangez le midi pour être en forme aussi l'après-midi. Et ça va vous permettre de faire les activités à forte concentration au moment opportun. Donc, plutôt que d'être à gauche, de faire les tâches quand ça vient, plutôt d'organiser vos tâches, les tâches ardues, plutôt les faire le matin. Voilà, c'est ce qui est proposé ici. Voilà ce que je voulais vous dire. Il est 13h43. J'avais jusqu'à 13h45, donc j'ai le temps de vous faire un petit cadeau supplémentaire et je vais vous parler du POA.
prends juste 2 minutes pour ça. Le POA, c'est ce que je vous propose de faire tous les matins. Un petit poids tous les matins. Si vous faites ne serait-ce que 200 jours par an, je vous garantis qu'à la fin de l'année, ça vous change la vie. Et ces petits poids, ça représente des tonnes à la fin de l'année. C'est quoi tous les matins ce qu'on peut faire dans son agenda, chaque jour, le P, une priorité, c'est identifier c'est quoi ma priorité du jour, une priorité et une seule. L'écueil, c'est d'en avoir 5, d'en avoir 50. Souvent, c'est ça. Voilà, une priorité, vous y allez dans le matin et vous la faites. Si vous faites une priorité tous les jours, 200 jours par an, ça change les choses. Le O, c'est un objectif, un petit objectif, quelque chose de facile qui ne dépend que de vous. Un petit irritant, un caillou dans la chaussure, une lampe à changer, une lettre à poster, etc. Des choses faciles qui ne dépendent que de vous. Ça vous prend juste 5 minutes, mais au moins ça, c'est fait. Là aussi, si vous traitez 200 irritants par an, vous allez voir, ça va beaucoup mieux. Et puis enfin, le A, c'est une activité plaisir par jour. Chaque jour, se demander, OK, à quel moment je vais faire une activité qui va me faire plaisir? Ou bien, une autre façon de se poser la question, c'est de dire, et comment je peux prendre encore plus de plaisir dans mon travail, dans mes activités, dans ce que je fais? Et se poser cette question, c'est déjà commencer à y répondre. Voilà, pour être enthousiaste au travail. Voilà, il est 13h45. Je vous ai présenté les 4 outils, plus ce cadeau POA, et je voudrais vous laisser un temps pour les questions-réponses. J'arrête le partage et je vous écoute. Dites-moi où, alors soit effectivement vous pouvez reprendre le micro, vous cliquez sur le micro, vous posez la question en direct, ou soit vous faites la question dans la discussion, comme vous voulez. En tout cas, on a un quart d'heure là pour un quart d'heure d'échange. Je peux parler? Oui. Oui. J'écoutais là concernant les mails. Donc, de répondre en fin de journée aux mails, des fois, pour répondre, il faut qu'on questionne quelqu'un d'autre, par exemple. Et du coup, ça peut mettre un stress le soir en disant mince, je ne l'ai pas fait, j'aurais dû le faire avant. Et du coup, on part en disant j'ai pas fait ça, j'aurais dû le faire. Enfin, voilà. Enfin, les mails, enfin, je trouve qu'aujourd'hui, effectivement, on est complètement emporté par les mails. Et c'est vrai que quand on fait, moi, ça m'est arrivé de faire des tâches très importantes aussi. Et du coup, je fermais ma boîte mail, effectivement, pour ne pas être attirée par un mail. Voilà. Ouais. Ça, c'est la seule solution que je m'étais trouvée. Mais la regarder que 2 fois par jour, c'est pas facile. Hein. C'est quand même pas évident. Donc moi, ce que j'avais trouvé comme solution, c'était ça, c'est de me dire, là, je la ferme comme ça, enfin, la boîte mail, hein, pas moi, pour être sûre de ne pas être attirée par ça, quoi. Ouais. Oui, très bien. On a fait le choix de ne pas forcément s'apesantir sur le sujet des mails, mais c'est un vrai sujet en soi. Mais effectivement, il vaut mieux prendre 1 heure pour traiter 50 mails d'un coup, plutôt que de prendre 5 minutes à traiter 50 mails au fil de l'eau. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais 5 minutes par mail, si je les traite au fil de l'eau, ça me coûte à peu près 5 heures. Alors que si je traite 50 mails d'un coup, ça me prend 1 heure. C'est une vision d'esprit, mais ce n'est pas si loin de la réalité. Et voilà. En tout cas, l'idée, il y a des consultants qui disent il faut regarder ces mails 2 fois par jour, une fois à 11 heures, une fois à 17 heures. Mais c'est à vous d'ajuster, bien sûr. Hein. Et l'idée, ce n'est pas de les regarder toute la journée au fil de l'eau. Et effectivement, on peut. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je ne reçois pas de mails, sauf si je les demande. Donc, il faut que je clique sur envoyer et recevoir pour recevoir des mails. Mais sinon, je ne reçois pas. Ah, d'accord. Je ne savais pas qu'il y avait cette fonction. C'est aussi une façon de ne pas être embêté par le push de mail. D'accord. Merci. Moi, j'avais une petite question. Alors d'abord, merci pour cette présentation, c'était hyper intéressant. Mais du coup, je suis curieux d'avoir votre avis sur le télétravail.
Parce qu'on voit que notamment quand vous nous montrez la courbe avec les 7 minutes, etc., une des solutions, c'est justement le télétravail. Vous êtes plutôt partant, réticent. C'est quoi votre... Oui, alors bon, ça pourrait nécessiter aussi plus de développement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on part on est dans beaucoup d'entreprises, 2 jours de télétravail ou 2 ou 3 jours, enfin, c'est ce qui est souvent fait. Et c'est vrai que le télétravail permet sans doute plus facilement de se concentrer, de ne pas être dérangé. Et donc, ça permet effectivement de traiter les dossiers de fond quand on est en télétravail. Et en même temps, il ne faut pas perdre le lien avec l'entreprise. Et ça a été. Je travaille aussi avec une entreprise qui a perdu le lien. Dans les collaborateurs ont été trop en télétravail, 5 jours sur 5 pendant des mois. Et donc, ils ont perdu le lien avec l'entreprise. Les nouveaux embauchés, ils ne comprennent plus rien. Les valeurs de l'entreprise se perdent. Et donc, trop de télétravail, ça peut nuire aussi. Donc, il y a vraiment dans cet équilibre, un peu comme je le proposais entre le marmottage et le papillonnage. Le télétravail, ça peut permettre ça. Ça peut être intéressant. Du temps en télétravail avec des temps de concentration plus faciles, plus importants. Et puis du temps dans l'entreprise pour être plus disponible, être au contact des gens, faire les réunions de coordination et puis se connaître. Voilà en quelques mots mon avis. J'ai une question également. Vous nous avez présenté les temps de concentration qui peuvent être différents selon les personnes, mais en général, on dit pendant 1h30, on peut être concentré, et puis après, il y a un moment de repos, et après, on peut repartir 1h30. C'est ça, c'est 1h30, après, c'est combien? C'est 5 minutes, 1h30? Le cadencement pour être performant sur la durée dans sa journée, comment faire en fait? Oui, alors il y a plein de choses là-dessus. On dit que le cerveau, il peut se concentrer 20 minutes et après, il déconnecte automatiquement, mais cette déconnexion, elle ne dure que quelques secondes. Donc, en fait, c'est juste pour vérifier qu'il n'y a pas de danger à l'extérieur, mais après, il peut revenir concentré. Et ensuite, c'est vraiment, en fait, observez-vous, savoir où vous en êtes, comment vous fonctionnez. Et quand j'étais, il y a quelques années, il y a 20 ans, 30 ans, 25 ans, moi, j'étais capable de me concentrer 4 heures d'affilée. 4 heures. J'étais capable de faire ça, 4 heures d'affilée. Voilà. Au fil du temps, il y a 10 ans, je me suis rendu compte que je n'étais pas capable de me concentrer plus de 3 heures. Voilà. Aujourd'hui, je suis plutôt sur des modes plutôt 2 heures. Voilà. J'arrive encore 3 heures sur certains sujets si je veux vraiment au calme. Alors, dû à quoi? Est-ce que c'est dû à est-ce que c'est mon changement de mode de vie? Est-ce que c'est mon âge, mon vieillissement? Est-ce que c'est les sollicitations? Est-ce que c'est la vie qui accélère de plus en plus? Il y a tout un tas de facteurs. En tout cas, donc observez-vous pour voir vous de quoi vous êtes capable. Et si vous n'êtes pas capable de vous concentrer plus qu'un quart d'heure, là, il y a un vrai problème. Et moi, j'ai accompagné un directeur de recherche qui lisait des thèses et qui n'était plus capable de se concentrer plus d'un quart d'heure. Il était complètement azimuté. Et il dit, mais je ne peux plus faire mon travail, je ne sais plus me concentrer. Et donc là, il faut réapprendre à se concentrer, réapprendre à se plonger dans des dossiers et à se concentrer pour faire du travail à haute valeur ajoutée. Et donc là, le premier outil qui me vient à l'esprit, c'est la méditation. Et puis, c'est l'entraînement. Entraînez-vous à vous concentrer pour... voilà. Donc après, vous, en fonction de votre travail, etc., trouvez le bon équilibre. Alors, il y a des techniques comme la Pomodoro, par exemple. Donc, on prend une tomate. Donc, une tomate, c'est une activité. Et on dit, c'est 25 minutes. On a une petite tomate de 25 minutes. Puis après, on prend 5 minutes de respiration ou pour regarder les mails ou quoi. Puis hop, on reprend une autre tomate de 25 minutes, 5 minutes, etc. On peut faire ça comme ça. On peut faire des tomates ou des temps de 50 minutes. Moi, ce que je fais, pour moi, j'essaye vraiment le matin de me faire des blocs de temps plus importants, des blocs de temps de 2 heures, entre 2 et 3 heures, pour vraiment me plonger dans mes dossiers. Moi, c'est ma façon de travailler. Et j'ai eu de nombreux retours de personnes qui me disent, mais en fait, juste se mettre 2 heures le matin pour faire ce qui est vraiment important, et ça correspond aux 20% de la matrice d'Eisenhower, c'est vraiment, ça change la vie, en fait. Voilà. Donc, voilà, trouvez-vous votre rythme, quelque chose qui vous convienne à vous, voilà, testez-le, testez des choses. En tout cas, c'est vraiment une question vraiment super intéressante de dire pendant combien de temps je suis capable de me concentrer et de mesurer ça. Mesurez-le, faites la mesure. Dire, OK, moi, je suis capable de me concentrer pendant 1h30. Eh bien, faites-vous des temps d'1h30.
Moi, je suis capable de me concentrer pendant 2 heures. Faites-vous des temps 2 heures. Voilà. Et puis, essayer d'ajuster en fonction de votre travail, bien sûr. J'ai une autre petite question. Vous ne parlez pas dans votre présentation de l'intérêt de la tâche. Et alors, je parle pour moi. J'ai l'impression que parfois, dans votre matrice d'Eisenhower, il y a des sujets qui sont, un, pas forcément très importants, deux, pas forcément très urgents. Je n'entends pas très bien. Non, excusez-moi, je me rapproche du micro. Oui, c'est mieux. Présentation, vous ne parlez pas du tout de l'intérêt de la tâche. Et dans la matrice d'Eisenhower, me concernant, j'ai parfois des projets qui sont, un, pas très importants, deux, pas très urgents, et qui surtout ne m'intéressent pas du tout. Et c'est là qu'il est difficile de faire avancer. Vous voyez, ce sujet qui sur le post-it reste constamment parce que ça ne vous intéresse pas et qu'il faut faire pourtant. Oui. Quand on arrive à alors, est-ce que c'est dans le poids qu'on essaie de dire, bon, bah, allez, aujourd'hui, je le fais quand même. Comment vous arrivez à gérer ça? Oui. C'est là où je disais tout à l'heure que parfois, moi, je peux mettre une demi-heure pour monter en concentration. C'est exactement ça. C'est sur des dossiers qui me barbent, qui ne m'intéressent pas franchement. Mais je me trouve tout un tas d'excuses pour ne pas vraiment rentrer dedans. Parce que je vais faire ça avant, je vais faire ça avant, je vais faire ça avant. Enfin, voilà. Mais si je me suis pris suffisamment de temps, il y a un moment donné où je commence à rentrer dans le travail et dès l'instant où je suis concentré dedans, du coup, le travail, je suis absorbé dans mon travail et donc je peux avancer. Donc, ça veut dire qu'il faut peut-être se prendre des temps conséquents. Ça, c'est une stratégie possible. Si celle-là ne fonctionne pas, mais vraiment, il faut l'essayer parce que je pense que c'est vraiment intéressant. Si cela ne fonctionne pas, une autre stratégie peut consister à dire je me prends une demi-heure par jour pour faire des tâches que je n'aime pas. Cette tâche, je sais que j'y accorde peu d'intérêt, ça m'embête, ça me saoule, je n'aime pas. C'est dire, OK, je ne vais pas en faire beaucoup, mais par contre, tous les jours, ou bien tous les 3 jours, etc., j'en fais juste une petite demi-heure. Et on réduit un peu on ne s'en fait pas justement une montagne, mais on se dit, bon, c'est juste un petit peu. Voilà. Et juste pour commencer à mettre un petit peu d'énergie dedans. Et donc, on peut s'arrêter au bout d'une demi-heure, mais des fois, ça arrive que même une tâche qui ne nous intéresse pas vraiment a priori, une fois qu'on est dedans, en fait, si ça se trouve, au bout d'une demi-heure, on va peut-être se dire, tiens, en fait, je suis dedans, allez, je continue, je la termine. Voilà, moi, c'est des techniques que j'ai trouvées. Et puis, mais bien sûr, tout ça, ça présuppose qu'on a planifié. Il faut planifier. Dès l'instant où c'est une tâche importante, il faut la planifier et se réserver du temps pour la faire. Si c'est une tâche qu'on n'aime pas, mais qui est importante, mais qu'on ne planifie pas, alors si on ne la planifie pas, alors là, c'est sûr qu'on n'ira jamais. Donc, il faut se réserver du temps pour faire les tâches importantes, même si on ne les aime pas, même si on n'a pas d'intérêt pour. Et moi, j'ai une question par rapport aux réunions, parce qu'en fait, finalement, souvent, on a un agenda subi du fait du nombre de réunions auxquelles il nous est demandé de participer. Et là, il devient compliqué finalement de planifier, ou alors ça empiète forcément sur des tâches qu'il nous faudrait faire par ailleurs, en fait, ou sur du temps perso, hein, pour le coup. Oui, donc les réunions, ça peut être… moi, je dis deux choses. Les réunions, ça peut être super efficace parce qu'on travaille beaucoup mieux à plusieurs que tout seul, enfin, beaucoup plus efficacement, etc. Voilà. Donc ça peut être super efficace, puis en même temps, ça peut être un gros dévorateur de temps. Et je dis que des fois, les réunions, c'est une bonne alternative au travail. Donc, voilà, comment se positionner aussi entre ces deux écueils. Mais donc, là aussi, pareil, pour les personnes, moi j'ai vu des personnes qui sont vraiment envahies par les réunions, il y a des réunions auxquelles on ne peut pas aller à toutes les réunions, parce que chaque réunion nécessite aussi de la préparation. Chaque réunion, souvent, on repart de la réunion, on a du travail à faire derrière, donc on ne peut pas être en réunion tout le temps. Ou alors, sinon, ce qui se passe, et la dérive vers laquelle on va, c'est que les personnes vont en réunion et puis elles font leur travail pendant la réunion. Et du coup, elles ne sont pas attentives à la réunion et du coup, on n'a pas le… Et donc, c'est un espèce de cercle vicieux. Donc, moi, j'ai des personnes qui sont mis des objectifs en disant, voilà, moi, par semaine, je fais 6 réunions par semaine, pas plus. Voilà. Donc, donc elle limite comme ça. Ou bien dire, pas plus que 3 heures de réunion par jour. Voilà. Se limiter.
Voilà, ça. Et puis, c'est peut-être aussi en parler parfois à la hiérarchie, hein, de dire, mais attends, il y a trop de réunions, ou bien ça dure trop longtemps. Il y a des réunions aussi parfois qui durent 2 heures, 3 heures. On peut tout à fait, des fois, les faire, ces réunions, en une demi-heure. Mais il faut aussi, là, c'est une histoire de volonté et de dire, bon, OK, ça, on le fait en une demi-heure. Donc, ça veut dire qu'on prépare avant, on vient, on est super efficace, il nous faut un super agenda de réunion, enfin, qu'on sache vraiment comment on va faire, et puis la réunion, et on respecte les délais. Voilà les pistes là, qui me viennent comme ça rapidement. Mais oui, les réunions, ça peut être un sacré dévorateur de temps. Voilà, 13h59. Moi, j'entends à travers vos questions hein, et que la gestion, gérer son temps et en faire le meilleur usage, c'est pas facile. Ben non, c'est pas facile. Et c'est justement parce que c'est pas facile, parce que ça demande un effort, ça demande une attention. C'est justement pour ça qu'on laisse dériver. Parce qu'on pense faire une économie de ne pas prendre du temps pour gérer son temps, en disant voilà, j'ai pas le temps pour gérer mon temps, puis bon, puis ça sert à rien. Mais en fait, c'est là où est l'écueil. Donc gérer son temps, ça demande de l'attention, ça demande un peu d'effort, ça demande de la discipline. Mais par contre, le résultat derrière est bien supérieur au confort qu'on a de ne pas faire ces efforts en amont. En tout cas, c'est mon point de vue. Et voilà, moi, ça m'a sauvé la vie plusieurs fois. Et encore maintenant, je pense que je veux dire, la joie que j'ai dans mon travail et dans ma vie, et ça vient aussi très largement de ma capacité à organiser, à gérer, à réserver du temps pour faire vraiment ce qui est important pour moi. Voilà, j'espère que ce webinaire vous aura éclairé. Vous pourrez le revisionner derrière. Parlez-en aussi autour de vous. Les personnes peut-être puissent le regarder. Vous pourrez aussi échanger aussi à ce propos autour de vous. Et puis, il y a plein d'autres sources. Je vous ai donné aussi sans doute des liens. Alors, moi, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle j'ai des choses sur la gestion du temps et sur d'autres sujets. J'ai mon bouquin aussi qui est très outillé. Bref, mais essayez déjà de mettre en place un petit quelque chose pour aller vers du mieux. Voilà, si on a terminé, je vous dis merci pour votre participation, votre attention, vos questions et bonne suite. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci beaucoup. Merci pour cette intervention. Bon après-midi. Merci beaucoup. Merci monsieur, merci Anne-Sonia. Merci.